Salut, ici Naomi et Daniela. Bienvenue sur la saison A de notre podcast On Trip Nature. Dans chaque épisode, avec nos invités, on se penche sur les solutions pour transformer notre façon de voyager et encourager des pratiques régénératrices. Comment le tourisme peut être au service des communautés et de la planète? Alors, rejoignez-nous dans cette incroyable aventure vers son tourisme à impact positif. En attendant le prochain épisode, tripons sur les réseaux. Bonne écoute. Bienvenue dans un nouvel épisode passionnant de notre podcast dédié au tourisme régénératif et plus particulièrement dans un épisode portant sur les destinations. Ces organismes qui gèrent et coordonnent tous les éléments qui composent une destination touristique. Au Québec, nous les appelons les associations touristiques régionales ou encore ATR. Aujourd'hui, nous plongeons avec Julie Dubord, directrice générale du tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean, au cœur de la magnifique région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Première destination au Québec à s'engager pleinement dans la démarche de tourisme régénératif. Imaginez-vous, vous balader dans le fjord du Saguenay, observer des phoques ou encore des belugas au bord des berges. Ou encore faire du vélo le long du lac du Saint-Jean, entouré de forêts luxuriantes. Ici, on essaye de faire en sorte que chaque visiteur contribue à la préservation et à la revitalisation de ce précieux écosystème. C'est cette vision que partage avec nous aujourd'hui Julie. Julie va nous raconter comment son équipe et elle agissent au quotidien comme les gardiens de cette destination, en développant un tourisme responsable et en intégrant les principes du tourisme régénératif. Nous découvrirons comment le tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean valorise les écosystèmes locaux et surmonte les défis pour créer une destination durable et inspirante. Julie nous expliquera aussi les résultats fascinants de leur étude sur la valeur économique et sociale des paysages de la région et comment ces paysages influencent leur stratégie de développement touristique. Alors installez-vous confortablement et restez à l'écoute pour être inspirés par des histoires et des idées innovantes sur le rôle des destinations touristiques dans le développement d'un territoire donné. Bonjour Julie. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Comment vas-tu? Super bien, vraiment. Je suis très excitée d'être avec toi ce matin. Et nous aussi, on est très très excités de t'avoir sur le podcast. Et comme d'habitude, avant de présenter, nous allons t'introduire à l'audience. Donc Julie Dubord, tu es une figure clé de l'industrie touristique québécoise, cumulant plus de 25 ans d'expérience. Depuis ton entrée en fonction le 27 mai 2013 en tant que directrice générale du tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean, tu t'es illustrée par ta vision novatrice et ton leadership inspirant. Sous ta direction, l'association a connu une forte croissance avec la création de nouveaux services et la mise en place d'une équipe dédiée au développement touristique. Julie, tu es également à l'origine de l'étude sur la valeur économique et sociale des paysages du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Une première au Québec, il faut le mentionner. Et aussi du lancement de l'itinéraire stratégique 2022-2030, plaçant le tourisme régénératif au cœur du futur de la région. Reconnue pour ton approche humaine et ton engagement sur le terrain, tu représentes activement les intérêts de la région dans divers comités provinciaux. Et nous avons vraiment bien hâte de t'entendre. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, peux-tu un petit peu revenir sur ton why pour un peu comprendre ton expérience à travers ton expérience personnelle? Pourquoi tu as adopté cette approche de tourisme régénératif pour ta région? Déjà, je pense que c'est, motivé par quelque chose de, une ambition qui est peut-être désincarnée ou c'est vraiment naturellement que cette option-là ou cette voie-là s'est présentée et à moi et à mon équipe. Je pense qu'on ne le nommait pas tourisme régénératif, mais on était déjà dans cette orientation-là. Puis même ça remonte à mon enfance personnellement en termes de valeurs. Mon père est vétérinaire et puis quand j'étais jeune, sa passion était de réhabiliter des oiseaux de proie qui avaient été blessés. Et on les avait chez nous quand j'étais tout petite. Et de voir que par les talents, les forces de mon père, on était en mesure de venir remettre en santé, littéralement,
un animal qui normalement n'avait pas de maître, puis qui s'occupait de lui, mais qu'on pouvait le remettre dans la nature et de le voir s'envoler, littéralement. Il y a quelque chose d'une aspiration extraordinaire qui s'est comme ancrée à l'intérieur de moi, puis que de voir que on peut s'occuper ou être gardien de quelque chose qui n'appartient à personne, je vais dire, puis qu'on a un devoir collectif d'être attentif à peut-être ceux et ce qui n'est pas nécessairement mis de l'avant naturellement. C'est comme devenu une option, je vais dire naturelle encore une fois, d'une approche dans ma façon de faire, puis aussi j'ai comme un caractère empathique. Donc il y a quelque chose dans l'attachement à la région, il y a quelque chose dans l'attachement à le futur, qu'est-ce qu'on va en faire. Puis je suis de nature optimiste. Ce qui fait que je ne suis pas dans la peur ou dans la préservation. J'aimais l'élan du tourisme régénératif de par le fait que on construit un futur attrayant pour les autres générations, puis de venir, je vais dire, construire des opportunités ou construire les variables avec lesquelles le futur les autres générations vont pouvoir construire. Je trouvais ça super stimulant. Puis l'industrie touristique, elle a cette force-là, ou elle a cette beauté-là, c'est qu'on est les gardiens je dis toujours, le patrimoine naturel, matériel et immatériel de notre région. Puis évidemment, on a la plus belle région au Québec, là, je vais le dire comme ça. mais il y a quelque chose c'est un devoir de notre industrie de savoir saisir ce qui est présentement, ce qui était aussi, de ne jamais perdre de vue ce qui était, puis de le projeter dans une expérience ou dans quelque chose d'appétissant, de dynamique, puis d'engageant. Donc, on dirait que tous les ingrédients étaient présents, puis que c'était pas une intention, je vais dire mercantile, là, de qu'est-ce qui est le buzzword présentement, puis on va s'accrocher à ça. C'est juste vraiment un alignement de valeurs, de planètes, de composantes, puis d'individus, évidemment, qui ont fait que au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais c'est venu l'option unique de viser le tourisme régénératif. Puis je suis particulièrement fière de où on s'en va. Et nous, on est très heureuse aussi de savoir qu'il y a une région qui s'est engagée dans le tourisme régénératif. Puis on comprend aussi que c'est aussi dû à ton histoire personnelle parce que ça remonte aussi à ton enfance. Donc c'est vraiment aussi un changement profond de toi-même que tu essayes aussi d'apporter. Ouais. Donc c'est vraiment beau. Ben, les êtres humains sont importants dans la composante du tourisme régénératif. Tout à fait. On a un rôle d'influence, peu importe le rôle qu'on joue dans la vie là, ou l'emploi qu'on occupe. On a un devoir d'être conscient de l'impact qu'on a. La beauté d'être une association touristique régionale, ben c'est d'avoir un rôle de représentant. Donc, chez nous, on a 500 entreprises qui sont membres de l'organisation. Moi, je me sens redevable envers ces gens-là qui s'engagent à collectivement promouvoir puis faire avancer notre industrie. Puis, j'ai un devoir aussi de les guider parce que il y a des défis immenses quand on opère des entreprises touristiques. Il y a un quotidien très, très chargé, très stimulant, mais excessivement chargé. Puis, c'est difficile d'avoir une perspective, je vais dire, un petit peu plus loin. Fait que moi, je me donne le devoir de les amener dans une direction, pas dans le sens suivez-moi, mes chers, mais de comprendre leurs aspirations, puis qu'en même temps, ben, d'arriver avec des solutions accessibles, des solutions qui vont les interpeller suffisamment pour qu'éventuellement, ben, on s'en aille dans cette direction-là. Puis jusqu'à maintenant, les entreprises réagissent vraiment bien à ça. Pas nécessairement au mot tourisme régénératif, qui est pas tout à fait sexy, mais il embarque dans l'idée de non seulement rétablir notre région ou de ramener la région dans ce qu'elle a de beau, mais aussi de créer du beau pour le futur. Puis je pense que ça, c'est comme un projet qui les emballe particulièrement, mais on a le devoir, nous, comme association touristique régionale, de le défaire en morceaux, de le défaire en étapes,
parce que c'est pas simple comme défi en soi. C'est sûr, parce que quelque part, vous pouvez influencer certaines politiques, vous avez quelque part aussi un regard sur la gestion du territoire, sur l'urbanisation, sur les cultures, la biodiversité présente. Donc c'est sûr que c'est quand même un gros rôle qu'on a en tant qu'association touristique, et je suis très heureuse que avec tes valeurs, tu as réussi aussi à emmener ton équipe dans cette mission. Et aussi, j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'une fois, on t'avait écouté à une conférence avec Elio. Puis tu disais que vous aviez pris le temps justement d'aller voir chaque membre de ton association, donc les 500 entreprises touristiques, et de vraiment vous asseoir avec elles. Donc c'est un petit peu comme cela peut-être que tu as traduit la mission de tourisme régénératif de la région? Beaucoup, parce que l'aspect environnemental, je n'ai pas cette compétence-là. Je suis naturellement humaniste, là, je suis naturellement tournée vers les gens. Donc, le récit des êtres humains qui portent les entreprises m'interpelle particulièrement. Encore une fois, dans le rôle de l'association touristique régionale, en étant un représentant, si t'es pas à l'écoute de ce qui se passe sur le terrain, tu représentes rien. Là. Je veux dire, tu peux pas t'interpréter quelque chose que tu ne connais pas. Fait que dans notre approche, on est très, très, je vais dire, ferme sur l'idée d'aller sur le terrain, d'aller à la rencontre des gens. Puis à la rencontre, c'est pas pour comprendre l'entreprise, c'est pour comprendre l'individu, sa motivation, qu'est-ce qui l'a amené dans l'industrie, qu'est-ce qui le passionne, c'est quoi la flamme, parce que c'est des gens extraordinaires qui portent notre industrie. Peut-être que plusieurs industries diraient la même chose, parce que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de vraiment inspirant à regarder aller. C'est de la construction, tu sais, on crée quelque chose quand on est entrepreneur, puis je suis particulièrement interpellée ou émue, je vais dire, même par l'élan que les entrepreneurs touristiques et les gestionnaires touristiques ont. Tu sais, quand on veut... sont vraiment attachés à la région, ils veulent vraiment la mettre de l'avant. C'est vraiment le cœur de la région. Fait que si tu veux t'assurer de leur bien-être, si tu veux t'assurer que tu les représentes bien, ben il faut que tu comprennes leurs aspirations. Puis dans l'aspiration, il y a moi j'aime ma région, puis je voudrais qu'elle soit encore meilleure, je voudrais y rester toute ma vie. On a des richesses extraordinaires au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Tu sais, on se vante d'avoir un fjord, on se vante d'avoir un lac plus grand qu'une mer qu'on voit pas l'autre bord. On se vante de la population qui est particulièrement chauvine et en même temps très créatrice, très innovatrice. Puis on veut garder ça. Fait que si on veut garder ça, mais si on veut garder et sublimer tout ça, ben on a le devoir de regarder même le détail, parce que si on fait juste regarder le big picture, ben des fois on perd de vue l'épice particulière ou la poudre de perlimpinpin qui fait que pourquoi est-ce que cette région-là est magique, c'est la combinaison de tous ces petits éléments-là. Fait que comme association touristique régionale, on va à leur rencontre, on les écoute. Puis on a même élaboré un service spécialement basé sur l'entrepreneur, le gestionnaire, qu'on appelle Orience. Jusqu'à maintenant, on a accompagné une 60aine d'entrepreneurs dans une démarche qu'on appelle d'amélioration de la performance. Mais c'est une démarche qui est basée sur comment vas-tu, qui es-tu, puis de vraiment être à l'écoute de ça, puis de se dire, OK, on va partir avec ces instruments-là ou avec ces éléments-là, aller ou se propulser vers un futur. Puis encore là, le tourisme régénératif, il est comme naturellement dans cet ADN-là, si on veut, de service ou d'approche, parce que tu prends ce qui est, puis tu fais pas juste l'arranger pour remettre comme c'était, c'est je t'amène ailleurs, mais avec ce qui est intrinsèque à toi, ce qui est ton élément de départ. Puis c'est absolument fantastique comme outil. Puis comme association touristique, ben ça fait une conversation, je vais dire, complètement différente avec les entrepreneurs qu'on est capable d'avoir. Puis c'est ça. Fait que l'être humain, pour moi, est la clé de voûte de ce qu'on est capable de faire en tourisme régénératif.
l'entrepreneuriat puis les gestionnaires, ils ont un côté très système D, là. On est capable de penser à des nouvelles façons de faire. Ils sont très créatifs dans leur approche. Fait que c'est sûr qu'on va trouver des solutions innovantes, puis c'est sûr qu'on va s'amener dans un futur hyper positif pour la région de cette manière-là. Puis quand on s'accroche à des valeurs, ben c'est sûr qu'on est capable d'aller... On est sûr que le changement va réellement être là, tu sais, la progression, parce que le changement, j'aime pas tout à fait ce mot-là. J'aime l'évolution, tu sais, on progresse, on avance. Ben cet avancement-là, je suis convaincue qu'il va être vraiment durable dans le sens propre du mot, là. C'est sûr que le tourisme génératif, c'est un apprentissage continu. On le remarque, on essaye de s'améliorer à chaque fois, puis à chaque fois, on va trouver des choses plus nouvelles, inspirantes, de nouvelles façons de faire, parce qu'on va intégrer de nouvelles personnes dans la communauté qui vont peut-être avoir de nouvelles idées. Oui. Et d'ailleurs, je me demandais, est-ce que ça fait quand même 2 ans maintenant à peu près que vous avez mis en place cette approche? Est-ce que vous avez eu peut-être quelques résultats? Comme tu disais, les entrepreneurs ont des projets inspirants, ils ont réussi à innover, à être créatifs. Est-ce que tu aurais des exemples? En toute transparence, l'aspiration du tourisme régénératif, elle est là, mais je me permets de dire qu'il faut être honnête dans l'approche qu'il y a là. Il y a beaucoup de travail à faire pour atteindre cet objectif. C'est une aspiration, puis ce serait malhonnête de se dire présentement que, par exemple, le Saguenay-Lac-Saint-Jean est une destination régénérative. Ceci dit, je pense que l'ensemble des initiatives qui ont été mises en place depuis au-delà des 2 dernières années, mais quand même, dans les 2 dernières années, on l'a formulé en aspiration à travers l'itinéraire stratégique. Mais il y a des actions, justement, puis ça va aller à l'échelle d'entreprises individuelles, mais il y a des actions spécifiques, justement, dans la consolidation des forces vives de l'entreprise. Par exemple, une équipe de gestion qui était dans une posture, je vais dire, fragile depuis quelques années, puis qui a un produit extraordinaire entre les mains, qui sont dans un décor fabuleux, mais qui eux-mêmes ont des défis importants à l'interne, puis que moi, comme destination, j'étais à risque de perdre cette expérience-là parce que les gestionnaires disaient « Moi, j'ai plus envie. J'en ai par-dessus la tête avec tout ça. » Mais qu'avec un point d'arrêt, un point de réflexion, on est capable de consolider, par exemple, les compétences, de comprendre « Ah, moi, j'ai des forces dans ça, mon collègue a des forces dans ça », puis de réassigner des responsabilités au sein de l'équipe, puis éventuellement, mais de renforcer les racines de l'entreprise ou les fondements de l'entreprise. Puis après ça, ben, tout simplement, l'entreprise a fleuri. Donc, elle augmente, par exemple, ses ventes ou elle a plus de fréquentation dans l'organisation. Puis, ce fleurissement-là, si on veut, ben, il rejaillit sur le reste de la communauté. Parce que une entreprise de tourisme au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est bien souvent une très, très petite entreprise. C'est des petites entreprises qui ont 2, 3 employés, mettons. Puis à l'été, on a une quinzaine d'employés parce qu'il y a des guides, il y a tout ça. C'est des emplois de choix, c'est une vitrine pour la communauté. C'est une fierté pour les gens de la place de dire ça, cette entreprise-là, elle est là depuis 20 ans, par exemple. Fait que je vais dire, le rejaillissement ou l'impact du tourisme régénératif n'est pas seulement dans je vais compenser ou je vais mesurer écologiquement l'impact de ce que j'ai fait. Je dis pas qu'il y en a pas. Mais faut surtout pas sous-estimer l'impact sur la communauté, sur la fierté, sur l'attachement, sur évidemment la qualité de ce qu'on est capable de mettre de l'avant. Je disais tout à l'heure qu'on est les gardiens du patrimoine matériel et immatériel. Si on a des entreprises culturelles, par exemple, qui mettent en lumière le récit de bâtisseurs d'un endroit, c'en est un geste en tourisme régénératif, parce que ce récit-là pourrait se perdre. Puis ça, c'en est une perte pure pour la région. Donc, d'avoir un endroit où ces récits-là sont mis de l'avant, sont sublimés,
puis qu'en même temps, ben, ils servent à quelque chose. Donc, par exemple, une école vient en apprendre sur le récit des familles fondatrices d'un village, ben ça renforce l'attachement, ça renforce la fierté, puis ça renforce le désir de toi aussi contribuer par la suite. Donc, l'effet régénératif est dans cet élément-là où est-ce que tu sèmes à l'intérieur des individus une aspiration à meilleur ou une aspiration à « je te laisserai pas tomber, Saguenay-Lac-Saint-Jean, je tiens à toi, je tiens à mon village, je tiens à mon histoire, je tiens à mon paysage. » Puis pour ça, ben ma contribution que je vais y faire, elle va être attachée à des valeurs qu'on m'a inculquées ou qu'on m'a transmises, si on veut, au fil des générations. Puis ben l'industrie touristique est un vecteur ou est un véhicule absolument extraordinaire pour ça. Fait qu'en termes de résultats, je serais pas capable de te faire une compilation. Voici les 12 résultats. J'ai l'impression que, en toute transparence, le fruit de ce qu'on fait là, on va le voir dans 20 ans, ou on va le voir dans 15 ans, à travers mes enfants, à travers les enfants de mes collègues, à travers comment les collègues, justement, ont adhéré à ces valeurs-là ou ont aligné ce qu'ils avaient déjà, eux, comme aspiration à l'intérieur, puis que ce rejaillissement, il est pas juste dans l'industrie touristique. Il est dans le décideur, il est dans le politicien qu'on va voter, dans les projets qu'on va vouloir porter collectivement. Fait que, peut-être que c'est ultra optimiste, mais j'ai conscience que présentement, on est au balbutiement, on est au début, puis que c'est difficile de le repérer spécifiquement. Mais les vrais changements, c'est les changements qui sont, je vais dire, lents, là, qui se produisent et qui s'implantent, qui prennent le temps de s'implanter. Les choses qui sont faramineuses et pouf, ça apparaît, et ça disparaît, ou ça s'effondre pas longtemps après. Je crois énormément à cette façon de faire-là. Puis en plus, ben nous, on s'est donné un itinéraire stratégique qu'on a appelé. On est habitué aux planifications stratégiques en 250 pages avec un boudin, puis on tourne les pages, puis il y a 3 personnes qui l'ont lu une fois dans leur carrière. Nous, on voulait, justement, on est dans l'industrie touristique, puis on le sait que c'est un voyage, se rendre vers le tourisme régénératif. C'est une aspiration, c'est un objectif dans notre chemin. Puis on a voulu reprendre un peu la terminologie de notre secteur d'activité en appelant notre planification ou notre aspiration l'itinéraire. Parce que, on le sait, quand on construit un itinéraire, ben des fois, tu te laisses surprendre par un beau paysage, puis tu fais « Hey, j'aimerais ça m'arrêter ici », puis tu l'avais pas prévu, puis c'est parfait. Puis des fois, il fait pas beau, puis ça change tous tes plans. Puis des fois, ben il arrive un anicroche, puis si l'anicroche arrive puis que tu fais n'importe quoi, ben tu rempires ta situation. En fait, on a voulu se dire d'être attentif à ce qui se passe autour, de ne pas être tone deaf en anglais, là, tu sais, que tu n'es pas du tout en connexion avec ce qui se passe autour, puis surtout de se donner le droit à l'erreur, le droit à l'essai, puis qu'on se regarde aller dans ces essais-là, puis que si le test ne fonctionne pas, on se le dit, hey, on va changer, on recalcule en cours, on change de direction, c'est pas plus grave que ça, mais on a appris dans ce choix-là, puis de pas se taper sur la tête, parce que souvent une planification stratégique, ça te dit, voici les 12 objectifs, les 50 chantiers qui viennent avec, puis là, il y a un chantier qui arrive pas parce que, par exemple, il y a une COVID. Puis après ça, ben, t'es mesuré sur est-ce que tu as réalisé ta planification stratégique? Ouais, mais il est arrivé ça. Puis la contextualisation est pas toujours prise en compte dans l'analyse du résultat. C'est pas de se dire qu'on n'a pas des chantiers, c'est pas de se dire qu'on n'a pas des projets particuliers qui sont mis en place, mais ces projets-là, ils doivent être cohérents avec ce qui se passe autour. D'où l'aspiration au tourisme régénératif. Le régénératif, il y a quelque chose d'organique dans l'histoire. Ben, faut aussi que notre aspiration soit organique. Faut aussi que ce soit attentif aux autres secteurs d'activité.
ça peut pas être juste l'industrie touristique toute seule. De toute façon, l'industrie touristique est tributaire de 12 ministères différents, de tous les secteurs d'activité différents. On peut pas se dire, ben moi, je vais faire mon bout, puis toi, arrange-toi tout seul. Puis c'est là où est-ce qu'on s'est en allé vers des outils qui sont, je vais dire, qui portent la voix de l'industrie touristique en dehors de notre secteur d'activité, mais qui nous rajoutent ou qui nous insèrent dans une conversation où on n'était pas nécessairement invité par le passé. On a, par exemple, créé une étude sur la valeur économique et sociale des paysages. C'est une idée folle de dire, ben, on peut-tu savoir combien ça vaut, ce paysage-là? Parce que on a la chance d'avoir travaillé avec des partenaires en Norvège il y a quelques années. On est allé faire une mission en Norvège avec ce qui était à l'époque le créneau d'excellence en tourisme d'aventure écotourisme, qui est basé au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis, parenthèse, on avait un créneau d'excellence en tourisme d'aventure parce qu'on a la plus grande concentration d'entreprises accréditées Aventure Écotourisme Québec de toute la province. On a plus d'une 50aine d'entreprises qui sont accréditées avec des niveaux de qualité, des niveaux de sécurité, des niveaux d'interprétation de grand niveau. Donc, avec ce créneau-là, on s'est rendu en Norvège pour rencontrer des partenaires extraordinaires et on a rencontré une université là-bas où on a eu la chance d'avoir un échange, je vais dire à brûle-pourpoint, sur comment leurs paysages sont époustouflants en Norvège, on s'entend, là, ils ont des fjords magnifiques. Puis moi, je m'ébahissais de la chose. Il nous dit, ben, ils sont en train d'installer des pylônes électriques on regardait une image en particulier, puis il dit, ils ont l'intention d'installer un pylône électrique dans ce paysage-là. Oh mon Dieu, mais ça va briser et c'est ma carte postale. Puis ils veulent installer ça, mais il dit, j'ai pas l'argument pour venir justifier que si tu mets ton pylône, tu me fais perdre de l'attractivité et tout ça. Mais au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on vivait sensiblement la même chose. Puis à l'université, on nous a démontré qu'on pouvait peut-être avoir un modèle pour analyser la valeur de ce paysage-là, le quantifier, puis par la suite, ben, arriver avec un argument auprès des décideurs économiques pour dire, ben, pourrais-tu le mettre ailleurs que là, parce que ce paysage-là a une valeur économique, une valeur d'attractivité importante, mais il y en a d'autres qui sont peut-être moindres, je vais dire, puis avec lesquels on pourrait composer avec un développement économique ou une installation plus industrielle, si on veut. Il y a aussi une autre valeur quand même, parce qu'il y a aussi toute la valeur des services écosystémiques, donc c'est tous ces services que la nature nous procure à nous en tant qu'humains pour faire ce que l'on fait aujourd'hui, comme par exemple boire de l'eau fraîche ou par exemple récupérer des abeilles qui pollinisent pour qu'on ait des fruits à l'été. Donc c'est pour ça, il y a aussi plein d'autres choses que la nature nous rend. Et on a eu l'occasion d'ailleurs dans d'autres podcasts de jaser avec Alexandre Baudouin ou Caroline Petit, qui sont des biologistes, qui nous ont un peu expliqué aussi toute cette valeur environnementale et de la biodiversité. Et je trouve ça très intéressant aussi que tu aies pu faire cette étude pour un peu montrer que oui, la nature est là et que si on la perdait, le chiffre qu'on devrait mettre pour pouvoir parer à tout ce qu'on a perdu, c'est des sommes astronomiques. Je crois, quand j'ai un peu feuilleté le rapport, c'était de l'ordre de 865 milliards de dollars. C'était des sommes qu'on ne pouvait même pas penser. Donc, je trouve que c'est un beau projet que vous avez mis et ça permet un peu comme tu dis, une balle du ciment en mode « Oh, stop, on va attendre un petit peu, on va réfléchir ensemble, regardez ce que ça vaut. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est la meilleure chose à faire ? Par exemple, de construire une usine ou d'aller dans d'autres chemins, puis en plus de montrer qu'après, l'industrie touristique, ça a quand même un attrait pour vous, et que ça peut aussi, comme de cette manière-là, préserver l'endroit et le protéger. Donc et puis, effectivement, c'est une bonne analyse de ce qui est là, puis il y a aussi, dans l'étude, la valeur sociale. Exact. Parce que la valeur économique, c'est ce qui fait réagir, je vais dire, le côté politique. Mais la valeur sociale, elle est difficile à quantifier, mais elle est excessivement importante dans, par exemple, un lieu où il y a un lieu de légende. Nous, on a la chance d'avoir une communauté autochtone sur le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. D'ailleurs,
le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean et le Nitassinan. Il y a des lieux de rencontres, il y a des lieux de légende importants, il y a des lieux historiques à considérer. Il y a aussi des icônes, je vais dire photographiques, qu'on doit tenir en compte. Il y a un attachement particulier aussi que les gens peuvent avoir à certains endroits par rapport à d'autres. Donc, tout ça a été tenu en compte dans l'étude également. Donc, on a quantifié effectivement la valeur écosystémique, on a quantifié la valeur de l'industrie minière, de l'industrie forestière, agricole, etc. Puis également la valeur sociale, qui, elle, n'est pas elle est chiffrée d'une certaine manière. On lui a donné... Puis je dis « on », mais ce n'est pas moi. Je tiens à le préciser. On a travaillé avec des experts en la matière parce que ce n'est pas notre compétence particulière. On a travaillé avec le groupe DDM de Québec et une équipe à l'époque qui était la coop Milieu, qui sont des spécialistes en aménagement du territoire, des ingénieurs forestiers, évidemment des actuaires et tout ça qui sont venus quantifier la chose. Ils ont fait un travail de moine extraordinaire, de compiler une foule de données. En fait, c'est juste le croisement, puis c'est un gros juste, là, je le mets entre guillemets, mais c'est le croisement de tonnes de données qui existent, mais qui existent indépendamment l'une de l'autre. Puis on les a, encore une fois, pas on, mais ils les ont compilés ensemble, ils les ont analysés ensemble, ils les ont croisés pour ensuite regarder unité de paysage par unité de paysage. Il y en a 69 qui ont été analysés au Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis de venir dire, ce paysage-là, sa force, c'est ça. Puis c'est pas un palmarès des meilleurs et des mauvais. C'est juste de dire, comprends la valeur de ce que tu as entre les mains lorsque tu fais du développement économique. On a présenté cette étude-là au MRC, aux spécialistes en aménagement qui adorent l'outil. On l'a présenté à presque tous les ministères qui ont démontré un très fort intérêt pour l'outil. Puis on a développé également une matrice décisionnelle parce que c'est cute, une étude à 400 pages, mais il y a personne qui va la lire d'un côté et de l'autre. Ce qu'on a voulu, en fait, c'est donner une clé de compréhension. Encore une fois, parce que l'industrie touristique n'est pas dans toutes les conversations. Puis le développement économique, on est d'accord avec ça, là. C'est très important qu'on continue à progresser comme société, puis comme, je vais dire, de développer des nouveaux services, des nouveaux produits et tout ça. Puis on n'est absolument pas contre l'emploi dans la région, bien évidemment. Mais on est capable d'avoir une approche durable, d'avoir une approche positive dans le développement économique. Puis c'est là où la matrice décisionnelle, c'est que on n'est pas obligé d'être assis dans la conversation de « Hey, tel paysage, faudrait faire attention ». Mais si quelqu'un est sensible à ça, il peut prendre cette clé de compréhension-là. C'est comme un arbre décisionnel. Il peut prendre cette clé de compréhension-là, puis analyser son propre projet pour venir soit faire des mesures de mitigation, soit optimiser des politiques, soit carrément, je vais me déplacer un peu plus loin parce que ce paysage-là, il y a une attractivité particulière. Fait que bref, ça a vraiment permis une ouverture d'une conversation, encore une fois, qu'on n'avait pas par le passé nécessairement, où c'était, l'industrie touristique, tu sais, c'est des kayaks, puis c'était comme considéré, puis quand t'arrives avec une industrie qui va arriver avec 300 millions, puis 500 emplois, les gens sont « Oh, wow! » Mais tu dis, mais si tu t'installes là, êtes-vous conscient que nous allons perdre ou qu'on va altérer irrémédiablement ceci? Puis ça fait « Ah, ouais, j'avais pas pensé à ça. » Puis, on peut-tu trouver une façon de l'intégrer adéquatement, de travailler à trouver des solutions intermédiaires? C'est ça ouvre une conversation positive. C'est pas du lobbying, de touche pas à rien, puis notre région, il faut pas qu'elle se développe. Non. Mais c'est une conversation positive de « As-tu pris ça en compte? » Puis si tu fais le choix spécifiquement d'aller de l'avant, c'est un choix éclairé. C'est un choix qui est appuyé. C'est comme n'importe quoi. Aujourd'hui, on est appuyé, nos décisions sont appuyées sur plein de variables avec Internet et tout ça. On a une tonne de sources d'informations, mais des sources fiables, des sources qui résonnent avec vraiment ce que notre région souhaite, aspire à être. Il n'y en a pas tant que ça, finalement. Fait que cet outil-là, on l'a lancé en 2022.
Puis, je ne cesse d'être ébahie par l'intégration que même les décideurs en développement économique en font, où faudrait que toutes les régions aient ça, puis dans les plans d'aménagement des MRC, que s'il y a une étude comme celle-là, que les constatations ou les recommandations soient tenues en compte. C'est majeur, là, qu'on se fasse dire des choses comme ça. Le plan d'aménagement, c'est colossal, c'est excessivement important pour des régions comme la nôtre. Puis c'est les MRC qui sont porteuses de ça, puis ils font un travail extraordinaire. Puis ils ont l'ouverture d'intégrer les constats qui sont dans l'étude pour venir optimiser leur vision du territoire. Moi, j'en suis encore renversée de la réceptivité des gens puis des décideurs face à ça. Moi, je suis très heureuse que tu aies pu mettre en place cet outil et surtout le promulguer aussi aux autres MRC pour leur montrer l'importance de ça et qu'elles puissent essayer, elles aussi, de l'intégrer parce que dans mon travail actuel, c'est vrai que je me balade aussi beaucoup dans les MRC, plus pour les défis des entreprises familiales et du reprenariat pour assurer leur pérennité dans le temps et que les repreneurs s'intéressent à leur entreprise et puis veuillent peut-être reprendre les rênes ou d'une autre manière pour préserver, comme tu dis, des fois le tissu d'un village, parce que ce sont souvent des familles qui sont là et qui ont pérennisé l'endroit. Donc, on essaie de faire ça à notre échelle aussi. Mais ce que je voulais revenir, c'est qu'on voit vraiment dans ton approche aussi toute l'approche systémique, que tu considères vraiment toutes les parties prenantes, que tu essaies de les écouter, que tu essaies de leur apporter aussi des clés, des solutions et peut-être des outils comme la valeur sur les paysages et du social aussi. Donc, c'est vraiment beau et parce que souvent aussi, nous, on était très confrontés à ça quand on parlait un petit peu de tourisme régénératif. Au début, tout le monde disait oui, mais qu'est-ce que ça mange en hiver c'est quoi le prix comment tu vas faire pour être rentable ou alors comment tu mesures mais c'est que les gens ont du mal des fois à comprendre que c'est des choses intangibles. Donc c'est très dur de mettre un prix, de mettre des chiffres sur des choses qui résident dans, comme tu dis au début, sur l'humanité, sur l'être humain. Donc c'est surtout notre façon d'être qui impacte la région dans laquelle on veut se balader, se promener, voyager. Donc c'est vraiment ça qui est important en tourisme régénératif de comprendre et je suis tellement heureuse de voir à quel point tu l'as intégré. c'est vraiment, ça fait vraiment chaud au cœur. On dirait que la définition ou le terme est arrivé après la définition dans ma tête. Pour moi, même le plus petit dénominateur, pas dans le sens péjoratif de la chose, mais même la plus petite intervention dans notre industrie touristique, elle peut avoir l'effet papillon, que il y a quelque chose qui peut rejaillir de ça. Travailler avec les employés, les gestionnaires, individuellement. Je parle aux employés, je parle à José, je parle à Martin, je parle à tous ceux qui sont en contact ou pas avec le visiteur puis qui peuvent avoir un impact. Puis souvent, les changements les plus profonds, ils viennent évidemment de la base. Donc, c'est pas d'évangéliser ou d'un jour tu vas faire du tourisme régénératif, mais c'est plutôt de se dire, si je comprends leurs aspirations, si je comprends qui ils sont, puis si il y a des valeurs qui ressortent là collectivement, là, c'est pas spécifiquement un plus qu'un autre, j'ai pas besoin de leur mettre une pancarte, voici les valeurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ils me le disent naturellement, puis ça, de faire vibrer ça, puis de le porter, puis ça connecte avec le visiteur. Le visiteur, il est à la recherche de sens. Une région qui se donne une aspiration, puis qui dit, on n'est pas parfait, là. On n'est pas rendu là encore, mais tu veux-tu, s'il te plaît, embarquer avec nous dans ce projet-là, ou dans cette aventure-là, puis ta contribution, elle pourrait faire une différence. Encore une fois, l'effet papillon. Tu viens une journée, tu peux laisser une trace positive qui va rester là pour des générations. Ta contribution, elle a fait quelque chose. Elle est pas statique, elle est pas juste spectatrice de « Ah, c'est beau chez vous, puis je m'en retourne ». T'as contribué à cette région-là, puis pour ça, on t'est reconnaissant. Puis pour ça, tu vas toujours faire partie du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Fait que, tu sais, même ça, c'est une belle invitation comme vacances, je vais dire ça comme ça. Puis que, moi, si je vais chez des gens,
puis que le ménage est pas fait, mais que je les aime, ça me dérange pas que le ménage soit pas fait. Fait qu'il y a des choses qui sont pas finies encore. Puis les gens sont pas indulgents, dans le sens la région est pas en décrépitude, mais il y a des choses qu'on a encore du travail à faire. Tu fais ça, il nous reste à faire les rénovations de la salle de bain, puis ça... Les gens sont sensibles à ça, puis on est mieux d'être honnête sur où on est rendu, puis que de faire miroiter ou de démontrer qu'on est en voie de, puis notre projet, il s'en va vers ça, que de simplement dire on est du tourisme régénératif, mais que on ouvre une porte, puis que finalement, les choses sont pas encore établies comme ça. Pour moi, c'est je vais dire, mon prochain défi en tourisme régénératif, c'est que je veux que tout le monde se sente bienvenu au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Peu importe. Je veux que quand tu viennes au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on te voit pour ce que t'es. On te traite pas différemment. T'es ghettoisé, là. Tu fais partie de l'équation du bonheur d'être au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais que on a pris en considération qui tu es pour faire en sorte que ton voyage soit vraiment relax, vraiment cool et vraiment le fun. Puis je vais dire, le mouvement est lancé très fortement. Puis on travaille avec un partenaire extraordinaire qui s'appelle Kéroul, qui est un partenaire spécialisé en tourisme accessible au Québec. C'est vraiment beau et en plus aussi, je sens quand tu parles que tu as vraiment envie de remettre cette rencontre entre les personnes qui vivent au Saguenay-Lac-Saint-Jean, les visiteurs qui y passent, les entreprises, et de vraiment qu'il y a à nouveau ce récit, cette histoire, cette communication que on se rend compte que malheureusement on commence à perdre actuellement en tourisme, que ça perd un peu de son sens avec tous les réseaux sociaux, Instagram, il faut absolument aller là-bas parce qu'il faut prendre la plus belle photo. Donc de remettre un peu de sens, ça fait du bien, on a envie d'entendre ça. Et aussi, je me demandais, tu l'as évoqué un peu partiellement, que du coup vous avez quand même des communautés de Premières Nations sur votre territoire, mais comment du coup vous arrivez à les intégrer au projet? Est-ce que ça s'est fait naturellement ou ça a été long? Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? En fait, on n'a pas eu à les intégrer parce que il n'y a pas de eux et de nous là, dans mes yeux. Puis la communauté, nous, de Mach-Touillat, c'est très active touristiquement. Ils sont carrément sur le circuit touristique principal. Ils sont tout près. La communauté elle-même est tout près du zoo sauvage de Saint-Félicien, qui est puis du village historique de Val-Jalbert, qui sont des produits phares dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, ils sont puis j'aime pas le « il » comme les représentants de la communauté, nous, de Mach-Touillat, sont impliqués activement dans nos comités marketing, dans nos comités de développement. Évidemment, on va beaucoup à la rencontre. Je travaille énormément aussi avec Tourisme autochtone Québec, qui est un fabuleux partenaire qui nous a beaucoup accompagnés aussi dans la sensibilité à la réalité autochtone, puis autant le passé que la modernité de la réalité de la communauté de nous. Tourisme autochtone Tourisme autochtone Québec fait vraiment un travail magistral en la matière. Ils ont d'ailleurs fait un beau guide, je vais dire, de médiation entre les populations allochtones puis les populations autochtones. C'est une parenthèse, mais c'est une parenthèse que j'inviterais tout le monde, dans le fond, à prendre connaissance de ça parce que c'est pas spécifiquement pour l'industrie touristique. Je pense que tout le Québec aurait intérêt à apprendre, par exemple, le vocabulaire employé, les éléments qui font vibrer ou qui font particulièrement, qui peuvent faire mal. Puis d'ailleurs, on a créé un podcast, nous aussi, sur des récits avec des gens absolument inspirants, dont une représentante de la communauté, nous, de Mach-Touillat, qui s'appelle Télèche. Et Télèche fait de la transmission culturelle. Personnellement, j'ai pleuré quand j'ai écouté l'épisode. Ça s'appelle « L'essence du Saguenay-Lac-Saint-Jean », le balado. Puis j'ai réalisé aussi la transmission de génération en génération. Puis en tant que mère, ça fait vibrer particulièrement. Puis sans vendre le punch ou le propos de Télèche, cette femme-là s'est vue remettre la terre ancestrale familiale par son père
lorsque son père était en fin de vie, parce que son père croyait en ses forces, avec raison, croyait en tout ce qu'elle avait. Elle a ouvert des portes parce que c'est une traductrice des langues autochtones, même auprès des Premières Nations et tout ça. Fait que c'est une femme qui a rayonné énormément, qui a fait rayonner la culture autochtone un peu partout. Puis tu sais, ce propos-là, là, de voir un homme d'une autre génération, parce qu'elle-même, c'est une aînée, de voir un homme d'une autre génération reconnaître les forces d'une femme, puis de lui remettre le patrimoine familial entre les mains. Puis elle avait des frères, là, mais c'est à elle qu'il l'a remis. Qu'on soit allochtone ou autochtone, ça te fait vibrer quelque part parce que cette transmission de génération en génération, on a tout à apprendre de ça. Puis de faire confiance aux générations futures, de pas se dire que je vais tout préserver parce qu'ils vont tout détruire après. Non. Il a fait confiance en ce qu'elle allait en faire, mais ce qu'il lui a dit, c'est de ne jamais perdre de vue à quoi ce territoire-là a servi originalement. Fait que, pour moi, mon travail chez Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est ça aussi, c'est de faire confiance à plus loin, mais de le remettre, je vais dire un leg, là, mais quand ma carrière va se terminer, ou les projets qu'on aura créés à travers Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean, ils vont évoluer, ils vont changer, ils vont grandir, ils vont servir à quelque chose que j'ai pas pensé. Puis c'est parfait. C'est un très beau leg. J'aimerais vraiment que tous les directeurs d'office du tourisme aient la même vision que toi et les mêmes approches. C'est vrai que c'est en cours, c'est en train de se développer, je remarque. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Et en plus, j'aime aussi beaucoup que tu rappelles qu'on est tous humains à la fin. Ça sert à rien de nous classer, de nous mettre dans des cases. On est tous des êtres humains, on a tous des yeux, des oreilles, une bouche. Donc, autant accepter toutes les différences et tous les moyens que l'on peut pour grandir ensemble. On a parlé du coup de toute la beauté de l'approche du tourisme régénératif, mais je me demandais, est-ce que quand vous avez mis en place cette approche, est-ce que vous avez rencontré quelques défis, peut-être de la résistance, bref, des défis? Le défi principal, je pense, c'est de comprendre qu'est-ce que c'est le tourisme régénératif. Il y a personne qui comprend ça. Fait que j'abandonne un peu l'idée d'expliquer le tourisme régénératif, puis de plutôt aller morceau par morceau, projet par projet, puis ça semble bien fonctionner. Je pense que c'était du tourisme régénératif, ça marche mieux que je vais t'expliquer qu'on va faire du tourisme régénératif. Parce que même à l'interne, il y avait de l'incompréhension, voire de la résistance. Mais autrement, les défis dans l'implantation du tourisme régénératif, c'est qu'en fait, c'est organique. Les choses, tu peux pas juste te dire « je m'en vais vers là » puis advienne que pourra. Il y a beaucoup d'intrants à tenir en compte, donc ça nécessite une acuité puis une vigilance plus grande, je vais dire. Tu sais, je peux pas rester juste dans ma bulle touristique. Je peux pas rester uniquement dans ma bulle d'itinéraire stratégique. Puis je peux pas être seule non plus gardienne de la chose. Fait que plus t'as d'intrants puis plus t'as d'individus, plus on peut prendre toutes sortes de directions. C'est pas mauvais en soi, mais plus t'as de gens, moins ça avance vite. Fait que pas que j'aime la vitesse spécifiquement, mais puis que ça nécessite de la vitesse, mais en même temps justement pour venir, je vais dire briser le cynisme ou c'est quoi que tu manges en hiver quand tu fais du tourisme régénératif, puis que, ben là, ça fait 2 ans, t'as-tu des résultats, t'as-tu quelque chose? Ben, c'est en marche, mais on est 30 dans l'équipe, on a 500 membres, ça avance plus lentement que si j'étais toute seule, puis que, j'arrive sur le bout de la montagne, puis j'ai atteint le tourisme régénératif, tu sais, c'est pas un jeu vidéo. Fait que, le défi est là, dans garder les gens motivés de non, on est on est dans la bonne direction, mais ils n'ont pas nécessairement la perception que c'est ça qu'on fait.
Puis des fois, soi-même, on doute parce que c'est pas un chemin qui est balisé, le tourisme régénératif. Tu sais, c'est pas une autoroute que tout le monde a pris jusqu'à maintenant, puis que ça, on a, je vais dire, une approche pionnière un peu, là. Pas qu'on soit tout seul, mais au Québec, tu sais, il n'y a pas d'autre. Fait qu'on est à travers la broussaille un peu des fois, puis c'est correct. Mais ça se peut qu'on fasse un chemin... on s'éloigne un peu de l'objectif parfois, mais on ne le sait pas. Fait que c'est ça. C'est de garder le focus, d'être attentif à ce qui se passe autour, d'être très, très vigilant, puis d'assurer une compréhension de tous de « Non, on est dans la bonne voie. » T'es pas tout à fait convaincu des fois. C'est-tu vraiment ça? Mais bon, on va y aller. Je comprends tout à fait ce que tu dis au début, comme expliquer ce que c'est que le tourisme régénératif. C'est un défi de tous les jours. D'où le podcast aussi pour faire comprendre aux personnes qui nous écoutent, aussi à tout le monde francophone, parce que ça s'arrête pas toutefois qu'au Québec, on est écouté jusqu'à La Réunion. Donc pour te dire, c'est assez planétaire. On a parlé de plein de choses au final. Je me demandais, pour fermer la boucle, que souhaites-tu que l'audience retienne de notre conversation aujourd'hui? Ce que je souhaite que l'audience retienne, que la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean est très dynamique, puis que chaque individu peut faire une différence, que le tourisme régénératif, ça va être une bouchée à la fois qu'on va y arriver, puis que c'est une aspiration, c'est pas une finalité. Les choses évoluent, puis c'est correct, mais les valeurs qu'on prône ou qu'on entretient avec nos équipes, avec nos enfants, avec nos familles, avec nos communautés, ces valeurs-là sont garantes de justement cette aspiration-là ou de l'atteinte de cette aspiration-là, je l'espère. Puis de garder de l'optimisme, puis de pas agir avec la peur. Oui, il y a des choses graves qui se passent autour de nous, mais moi j'ai encore de l'espoir, il y a encore lieu de créer quelque chose, il y a encore de la place pour créer, puis on a la place de le faire correctement, de le faire respectueusement. On aime ça. Il faut tenir des leçons à chaque fois. Puis ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans le podcast. Et puis aussi pour ton éclairement. Vraiment, je sais pas si ça se dit. Mais bref, pour ta richesse et d'avoir pris ce chemin de tourisme régénératif. Ça fait vraiment chaud au cœur de voir qu'il y a des destinations qui œuvrent chaque jour vers le mieux-être de leur communauté et de leur biodiversité environnante. Donc ça fait vraiment plaisir. Et merci. Venez nous voir au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bah oui, of course, on sera là. Bien sûr. Merci pour tout. Merci à toi. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous aura amené des réflexions et aussi des solutions, qu'il vous aura inspiré à opter pour un tourisme régénératif. Si toi aussi tu veux changer les codes du tourisme, soutiens-nous. C'est très facile. Tu peux laisser une note positive sur notre podcast et le partager à ton réseau. En attendant le prochain épisode, tripons sur les réseaux. Merci et à tantôt.